Céline. Je suis contente de te voir. Bien, c'est partagé. Donc, on est à Lyon, Oui, à la Confluence, exactement. à la côté du Confluence, musée. où tu as aménagé avec ton chapiteau. Ouais. C'est Jusqu'au 27 avril. ça. Ouais. Donc, c'est l'éco-cirque. L'éco-cirque, exactement. Un cirque écologique et sans animaux. Ouais, on va en reparler plus longuement, mais du coup, j'ai envie de retracer un peu l'histoire bouglione. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment ça a démarré? L'éco-cirque Non, ou la non, famille non, Bouglione? la Ah, c'est famille. vieux, ça. La famille. Il faut remonter à 5 générations ou 6 en arrière, à peu près. À peu près 5-6. Jusqu'à, on va dire, 1830, où j'ai un premier ancêtre. Le premier Bouglione dont on a la trace, en réalité. Ça va pas plus loin que 1830, mais c'est déjà pas mal pour des nomades. Ouais. Ouais. Et il s'appelait Scipion Boglioni. Il était italien et montreur d'ours, d'origine Sinti, et il passe la frontière. Alors, montreur d'ours, Montreur d'ours, la définition, c'est quoi, montreur? Montreur d'ours, C'est c'était dresseur, quoi. oui, plutôt. Non, enfin, on peut pas appeler ça du dressage à l'époque. C'était vraiment barbare. Hein. Vraiment, on peut là pas parler de cause animale. Il y a quelque chose, il y a un sujet avec les montreurs d'ours. Mais là, on peut faire amende honorable. C'était en 1830. Hein. On n'est pas en 2020. Les ours à l'époque, encore maintenant, les montreurs d'ours qui existent encore, il y en a en Roumanie, en Hongrie. C'est particulier. Hein. C'est des animaux qui sont capturés à l'état sauvage dans les montagnes et puis qui sont contraints à la dure, hein, avec des anneaux dans le nez, enfin des trucs comme ça. Mais bon, à l'époque, c'était pas un sujet vraiment qui touchait les gens. Hein. Donc, on appelait ça montreur parce qu'il montrait des ours, en fait. Voilà, ils montraient des ours. Et qui Ouais. devait faire des numéros, déjà? Des petites choses, j'imagine, l'ours qui danse, enfin des petites choses comme ça, vraiment sommaires, je pense. J'en sais pas beaucoup plus, Ouais. malheureusement. Il faudrait voir des historiens pour avoir plus de détails là-dessus. Mais voilà. C'est d'ailleurs ce qui est assez drôle sur le papier qui est resté, qui est dans les archives de la famille. Il y a le douanier a écrit qu'il était propriétaire de 2 femmes et un ours. Donc pour lui, les ouais. femmes, c'était comme l'ours. C'était une D'accord. propriété de ce monsieur. Il lui mettait des anneaux De mon aussi. ancêtre. Je sais pas, je pense pas qu'il leur mettait des anneaux dans le nez, j'espère que non. Mais bon, dans le lot, il y avait donc mon ancêtre masculin et féminin. Moi, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère de l'époque. D'accord. Voilà. Après, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants et leur descendance a créé une ménagerie qui s'appelle Bouglione. Alors là, le nom a été francisé, est devenu un peu à consonance française, de Boglioni, Bolioni en italien, c'est devenu Bouglione en français. Et donc, ils ont créé à l'époque une ménagerie foraine parce qu'ils étaient vraiment spécialisés dans les animaux sauvages, dans le dressage, la présentation, le soin aux animaux. C'était vraiment leur spécialité. Et donc, ça, c'est à peu près vers 1900. Et donc, à l'époque, ils ont une très grande ménagerie foraine. Donc, ils sont uniquement dans des fêtes foraines. À Paris, la Foire du Trône, à Rouen, enfin, dans des grandes fêtes foraines, avec une attraction qui est de montrer des lions et des ours et des animaux sauvages en général. Voilà, des hyènes, des animaux comme ça. Et donc, ils vont les chercher où? Comment ça se passe? alors, à l'époque, il y avait toute une filière avec les Allemands, avec Hagenbeck. Donc, ils se fournissaient les uns les autres en passant par Hagenbeck, qui était au départ une ménagerie allemande, qui est devenue un très grand zoo, et puis ensuite est devenu un cirque en Amérique. Voilà. D'accord. Et parce que l'exploitation animale à l'époque, c'était extrêmement rentable. Ça a attiré énormément de monde. Enfin voilà, c'était les stars de l'époque, c'était les animaux. Voilà. Les gens se déplaçaient dans des chapiteaux de 10 000 places pour voir, comme des petits zéniths, même des grands zéniths, voir Et des animaux on voyait sauvages. juste les animaux. Il y avait Non, pas non, de il y avait des numéros? spectacles Si, de quand même. cirque, bien Ouais. sûr. Mais 50% à peu près du spectacle, c'était assuré par les animaux, les éléphants, les lions, les tigres, les chevaux, les ours et autres animaux. Ouais. Et ça, c'est le cirque des années 1900, on va dire. Le très grand cirque à l'américaine, un Ouais. petit peu.
Et donc cette ménagerie va évoluer en cirque après la Première Guerre mondiale, parce que mon grand-père, qui avait 16 ans à l'époque, avait un numéro avec des lions qu'il avait dressé lui-même avec son père et ses frères. Et au sortir de la guerre, il y avait un cirque qui était à l'époque assez populaire en France qui s'appelait Perrier, le cirque Perrier, comme les petites bouteilles d'eau. Je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, c'est assez intéressant. Et bien ce cirque-là n'avait pas d'animaux. Et donc ils ont engagé pour quelques mois mon grand-père avec ses lions. Et quand ils sont arrivés là, mes ancêtres, donc mon grand-père et ses frères, ils ont compris qu'ils avaient un potentiel à développer énorme en faisant du cirque. Voilà. Alors, de ménagerie foraine, de montreurs d'ours à ménagerie foraine, ensuite de ménagerie foraine, après la Première Guerre mondiale, ils se sont transformés en cirque. Voilà. Ok, donc ils se sont, en fait, mutuellement, ils se sont apportés l'un et l'autre. Le cirque qui n'avait pas d'animaux. Voilà, ouais. Tout à fait. Et quand le contrat avec Perrier s'est arrêté, ils n'ont eu qu'une idée en tête, c'était de créer leur propre cirque à eux. Voilà, puisqu'ils avaient la base, l'essentiel, les animaux. Ce qui posait problème aux établissements qui n'étaient pas propriétaires d'animaux, qui devaient en trouver. Voilà. Eux, elles avaient déjà cette base. Et donc, ça leur donnait une force, une facilité. Ils l'ont exploité. Et alors, au départ, ça a bien marché. Mais voilà, ça s'appelait le cirque franco-belge. Parce qu'ils travaillaient entre la France et la Belgique. Beaucoup. Okay. Voilà. D'ailleurs, ma grand-mère est d'origine belge et hollandaise. Et donc, vers 1922, il y a pratiquement pile 100 ans, alors qu'ils étaient arrêtés à Niort, comme un fermage, histoire de se reposer un petit peu avant de reprendre une tournée, eh bien, juste à côté du lieu qu'ils occupaient, il y avait un dépôt de vieilles locomotives, de vieux wagons de chemin de fer désaffectés, attendant la destruction et la mise à la ferraille, quoi. Et les enfants, en allant jouer dans les wagons, ont trouvé un wagon particulièrement rempli d'affiches qui avait servi au vrai Buffalo Bill en 1905, quand il est venu en France. La dernière fois qu'il est venu en France, ou en 1911, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est 1911, la dernière fois que Buffalo Bill est venu en France, il est venu 2 fois en France. Il a rencontré un succès phénoménal. Et la deuxième fois qu'il est venu en France, quand il est reparti en Amérique, il a laissé du matériel, dont un stock d'affiches qui n'avait pas été utilisé, mais qui était marqué en français. Donc il n'en avait pas l'utilité en Amérique. Et elles étaient restées stockées ? Elles étaient restées abandonnées, laissées. Ouais. Tant pis, perte et fracas, quoi. Ils n'allaient pas repayer un voyage pour des affiches inutiles en Amérique. Autant les laisser en France. Peut-être un jour reviendrait-il. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas, parce que Buffalo Bill, dans l'intervalle, est mort. Et donc, mes ancêtres se sont dit, on va utiliser ces affiches. Ils ont demandé le droit à personne. Enfin, ils ont juste embarqué les affiches. Et ils ont tourné 1 an et demi, à peu près 2 ans avec ça. Et ils ont eu un succès énorme, parce qu'en fait, c'est les affiches qui leur ont donné l'idée de faire un spectacle un peu comme Buffalo Bill, mais avec les moyens du bord. Donc, c'était assez impressionnant, parce que eux se faisaient passer pour les vrais Buffalo Bill et les Américains, alors que tout le monde en France savait que c'était pas vrai. Et ce côté bluff était tellement assumé, tellement énorme, tellement joué au sérieux, alors que tout le monde savait que c'était du bluff, que c'est le bluff qui a marché. Ah ouais. C'est pas on va voir le vrai Buffalo. Non, on veut voir le faux. Parce que ça, c'est énorme. C'est ça qui s'est produit. Et ils ont eu un succès, mais phénoménal. Parce que les gens voulaient voir le faux Buffalo Bill qui se faisait passer pour le vrai. Alors que tout le monde savait qu'il était faux. L'imposture assumée absolue, quoi. Vraiment, c'est une escroquerie absolue. Et pourtant, alors, en bricolant un spectacle, tous les historiens de cirque se retrouvent sur l'idée que le spectacle, en réalité, même si c'était bricolé avec les moyens du bord, c'était mon arrière-grand-père qui était un peu basané, d'ailleurs, il aurait été plus crédible. Il aurait été plus crédible en indien, se déguiser en Buffalo Bill.
Tu vois, c'était assez rigolo. Enfin, que des choses comme ça. Alors que ah, t'as vu, mais c'est pas lui. Mais ah, vous êtes qui? Buffalo Bill. Les gens se marraient. Enfin, voilà. Et ils ont fait le plein. Ils ont vraiment rencontré un succès phénoménal pendant plus de 2 ans. C'est un concept, quoi. Impensable. Un concept. Et donc, quand il n'y a plus d'affiches, ben, ils ont arrêté. Et ils ont vraiment mis leur nom à ce moment-là, Bouglione, pour la première fois vers 24-25. Ok. Voilà. Et le public a suivi. Et le public a continué à suivre parce qu'ils avaient trouvé finalement une formule de spectacle très rythmée, avec des grosses attractions et beaucoup d'animaux. Et c'était vraiment... Ils étaient dans l'air du temps à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas que. Il y avait plein d'autres cirques. Et il y avait leurs fameux concurrents à l'époque qui étaient comme des frères, mais quand même comme des concurrents. Déjà à l'époque de la ménagerie, il y avait la ménagerie Hamar qui était concurrente des Bougliones. Et quand les Bougliones ont monté un cirque, les Hamar ont fait aussitôt la même chose. Ah ouais. Et donc, toute leur vie, ils se sont concurrencés dans une sorte d'amitié, de respect, mais quand même de challenge mutuel qui se faisaient tous les deux. D'ailleurs, si les Bougliones ont acheté le cirque d'hiver, c'est à cause des Hamar. Qui avaient acheté quoi? Alors, les Hamar, ça vient d'une vengeance, en fait. Les Bougliones devaient acheter un troupeau d'éléphants en Tchécoslovaquie. Ouais. Et au cirque, j'ai oublié le nom. Le nom du c'est pas Gleich, c'est un cirque tchèque, du pays tchèque. Donc il y avait un troupeau de pratiquement 20 éléphants à vendre. Et les Bougliones avaient mis une option dessus. Et l'idée, c'était de venir les chercher. Enfin, il avait donné un acompte et en disant, dans l'année, je vais venir. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Il n'y a pas la logistique, il fallait quelques mois d'organisation. Entre-temps, les Hamar l'ont appris et ils ont envoyé directement des camions en Tchécoslovaquie, directement, en disant, c'est bon. Je paye direct. C'est bon, je paye la rallonge et je prends les éléphants pour les Bougliones. Les Tchèques ne se sont pas... à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de fax, de mail, de tout ce qu'on veut. Donc, ils ont fait confiance. Aïe. Et ils ont donné les éléphants en pensant que c'était pour les Bougliones. Quand ma famille l'a appris, ils étaient particulièrement en colère, je peux vous le garantir. Ça ne s'est pas passé très, très, très bien. Et en leur disant, c'est pas grave. Là, ce coup-là, c'est vous. Le prochain coup, ça sera pour nous. Mais attendez-vous à un coup aussi, parce que ça, on ne laissera pas ça impuni en tout cas. Et quelques années après, la famille Hamar voulait acheter le cirque d'hiver, mais n'avait pas les moyens de le faire. Et les Bougliones sont arrivés. Dès qu'ils l'ont appris, en fait, ils se sont dit, c'est peut-être le bon moment pour rendre la monnaie de la pièce, quoi. Et ils sont venus et eux avaient les moyens. Et ça s'est joué à... Donc, en fait, le fait d'avoir acheté... Ça s'est joué à quelques heures près, en fait. Ouais. Mais les éléphants ne leur ont pas apporté autant de notoriété que les Bougliones, pour le coup. Si, mais alors, les Hamar, eux, ils voulaient reprendre le cirque d'hiver sans reprendre le personnel, sans payer, sans assumer certaines dettes, etc. Et donc, ils avaient l'argent pour acheter, mais pas pour assumer la continuité. Les Bougliones, oui. Et ils ont mis l'argent directement sur la table. Ils ont dit, nous, le voilà. Et en plus, on s'engage. Et ils l'ont fait, à garder l'équipe, à faire tout comme vous voulez, vous. Parce que c'était dans la volonté des acheteurs. Respectueuse. Oui, bien sûr. En tout cas. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont remporté l'affaire à l'époque. Voilà. Et c'était en quelle année, ça, donc, le 1934. Ok, donc après, dans les années 40, tes parents naissent, puis ils font des enfants, dont le petit André. Toute une lignée de circassiens. Oui, il y a plusieurs générations. Comme je te disais, ça fait 5-6 générations. En fait, pourquoi on ne sait pas combien de générations? Parce qu'il faut compter aussi les générations qui avaient la ménagerie foraine. Ça compte pareil, en fait. Pour nous, c'était comme un cirque, sauf qu'ils n'avaient pas encore eu l'idée que c'était un cirque. Voilà, c'est ça la vérité. Donc toi, depuis tout bébé, tu es en lien avec les animaux? Depuis toujours. Depuis toujours. En plus, mon père, dans la fratrie, des 4 frères qui s'occupaient du cirque à l'époque, était celui qui s'occupait des animaux, justement. C'est lui qui s'occupait de la ménagerie. C'était son domaine.
Et la ménagerie, à l'époque, c'était énorme. Il y avait des rhinocéros, des hippopotames, des girafes. Quand je dis des, c'est des couples, hein. C'est pas un de chaque espèce, comme aujourd'hui on voit. Non, il y avait vraiment beaucoup d'animaux, et beaucoup d'animaux étonnants, vraiment. Et, moi, je ne l'ai pas connu, mais quelques années avant, ils avaient encore un gorille. Voilà, en captivité itinérante. C'est incroyable. Enfin, quand on dit ça aujourd'hui, c'est étonnant. Et, enfin voilà, des crocodiles, enfin les éléphants, des singes, une collection de singes incroyable avec des mandrilles, des hamadryas, des macaques, des capucins, des chimpanzés. Enfin voilà, c'était Mais alors incroyable. tous en captivité, j'imagine. Ah bah oui. Toi, tu faisais la relation Non, j'étais tout petit, Ouais. j'étais tout petit. Le cirque s'est arrêté en 83, j'avais 10 ans. Donc j'ai été suffisamment imprégné pour que ça transforme quand même mon existence. Mais mais pas... le cirque a été arrêté en 83. Oui, dans les années Le cirque 80. itinérant, là, Oui, tu le parles. cirque itinérant, à l'époque, il y avait une crise vraiment économique assez forte. Et le cirque de mes parents s'est arrêté en 83. Et c'est là qu'on est retourné au cirque d'hiver. Après, toute la famille était Au cirque d'hiver, d'hiver. oui, oui. Voilà. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai repris en 93, donc 10 ans plus tard, T'as repris la le cirque, famille la famille ne m'a pas suivi. Je suis reparti tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus faire de cirque. Ils voulaient juste exploiter le cirque d'hiver. Et moi, je me voyais comme un porte-clés finalement. On me passe un coup de fil, il faut ouvrir une porte, il faut fermer une porte. C'était vraiment pas intéressant. Donc toi, c'est ça qui te plaît, c'est l'itinérance. Non, c'est le spectacle. Mais faire du spectacle 3 mois par an, Le voilà, cirque d'hiver, parce que le c'est cirque 3 mois d'hiver, par c'est an. 3-4 mois par an. D'accord. Donc Et toi, tu avais c'était... des numéros au cirque? Non, pas encore. J'étais tout jeune. Moi, je suis parti, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Hein. Je me suis pas dit, je vais me former, je vais attendre, d'être prêt, d'avoir les moyens, d'avoir le matériel. Je suis parti, bille en tête, j'avais rien. J'avais juste mon nom. Et tu n'avais jamais fait d'expérience scénique encore? Rien. J'ai appris en le faisant. J'ai pris le bout de ferraille et j'ai tapé dessus. Et puis comme ça, je me suis formé. D'accord. Et tu es parti tout seul ou c'est en rencontrant Sandrine? Non, j'ai rencontré Sandrine en 93. Mais en fait, moi, je suis parti en 91. C'est la première année où j'ai fait du cirque. Et en réalité, parce que 93, c'est l'année où j'ai eu mon matériel à moi, où j'étais autonome. Vraiment totalement responsable tout seul. Mais donc, les 2 années d'avant, j'étais associé avec un circassien qui avait du matériel et qui n'avait pas de nom. Moi, j'avais un nom et pas de matériel. Donc, c'était un échange de bons procédés. On était utiles l'un à l'autre. Ok. Et toi, tes numéros, c'était dresseur. Pas encore. Tu faisais quoi là alors? Moi, j'avais une grande proximité avec les animaux, mais là, j'avais encore rien. Donc, en 91, j'avais 18 ans. Et encore, j'ai commencé à préparer ça, j'avais 17 ans. Donc, je ne dis pas, pour trouver un associé à 17 ans. Donc, j'ai pris un peu ce qui venait. Le premier qui a accepté, je me suis dit, ouais, c'est bien, super. Ouais. Donc, mais ça s'est bien passé quand même, hein, pendant 1 an ou 2. Après, c'est compliqué. On dit dans le milieu du cirque, associé à 2, c'est trop. Tout seul, c'est pas assez. À 2, c'est trop. Donc, et c'est vrai. Parce que c'est vraiment un métier très particulier où on a chacun, tous une vision un peu personnelle, un petit peu de la chose. Et il y avait des artistes Oui, oui. Bah là, moi, j'étais juste comme un entrepreneur qui gère, qui essaye de s'en sortir, trouver des villes, créer le spectacle. Et puis, j'avais pris des artistes. Et un beau plateau, d'ailleurs. Et ça avait très, très bien marché. On avait cartonné. Pendant 2 ans, on a cartonné. C'est pour ça qu'après, donc en 93, j'ai créé mon propre truc. Parce que suite à ta rencontre avec Sandrine, qui elle aussi est circassienne. C'est une fois que j'ai créé mon cirque. Que tu l'as rencontrée. Ouais, que je l'ai rencontrée sur la place où on a monté la première fois, à Boissy-Saint-Léger. Elle venait de rentrer des Amériques avec son père. Et ils étaient dans un petit cirque qui tournait à côté de Paris. Et je cherchais des artistes. Donc avec des animaux ou des artistes acrobates, etc. Son père était pris, mais elle n'était pas engagée avec son numéro de trapèze.
Et donc, je l'ai engagée là. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, je préparais ma tournée. Et elle est venue installer son matériel. Et on ne s'est pas quittés. Hey, Et joli. Et elle a pratiqué toutes sortes de disciplines dans le cirque. Elle, même avant qu'on se rencontre, elle a tout fait dans le cirque, quoi. Vraiment. Alors que moi, j'avais quitté le cirque à 10 ans, donc juste avant de commencer à toucher un petit peu à tout. Parce qu'on commence vers quel âge à peu près 10-12 ans, quoi. Ouais. Mais bon, moi, j'avais commencé un petit peu à faire un peu d'acrobatie, des petites choses, mais plus par jeu, pas vraiment professionnellement, quoi, pas vraiment comme un travail. Et donc, moi, j'avais arrêté tout ça. Et elle, donc avec son père, elle était en Amérique, dans le plus grand cirque américain qui était Ringling. Ringling Bros Barnum and Bailey Circus, The Greatest Showrunners, ça c'est le nom complet, Oui. qui est énorme, qui s'est arrêté il y a 4-5 ans et qui va reprendre bientôt là. À cause des animaux, justement, ils se sont arrêtés. Et ils reprennent avec des animaux et ils reprennent sans animaux. Ah. Ouais. Bah oui. Oui, bah, de toute Il n'y a façon, pas le choix, il vu faut la loi, s'adapter. Et puis je crois que là, ça y est, ça a été acté, la loi. C'est complètement acté. Et puis de plus en plus de mes confrères ont commencé à réaliser, à comprendre que c'était définitif. Enfin, voilà, c'est une loi. Ah oui, Il faut le prendre au sérieux. D'ici à 7 ans, on n'a plus le droit d'avoir des animaux sauvages. Même pas, maintenant c'est 6 ans, c'est en 2028. Ouais. Donc ouais, ça va aller très vite en réalité. C'est quoi 6 ans? C'est rien. Et en même temps, ça va leur laisser le temps de s'adapter. Et donc elle était en Amérique et dans ce grand cirque-là, elle a eu beaucoup d'opportunités. Elle a pu faire du trapèze, elle a pu faire du dressage avec son père et d'autres numéros. Elle a fait de la bascule, elle a appris comment dire, à faire plein de choses annexes, et pas seulement au spectacle, les ventes, enfin. Et ça, c'est incroyable qu'elle ait vécu ça et qu'on se soit rencontrés juste après, quoi. Et, moi, avec mon ambition de faire du cirque, ce que j'avais dans la tête, et elle, ce qu'elle savait faire, il y avait comme un truc, c'était naturel, quoi. On pouvait être qu'ensemble. Oh. Alors là, pour les auditeurs, on voit un sourire quand tu parles de Sandrine. C'est quelque chose. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais. Vous avez créé donc ce cirque ensemble avec des animaux. Donc, tu as commencé à devenir dresseur là, à ce moment-là. Et c'est là que j'ai, moi, commencé à être dresseur, exactement. Alors que j'avais vécu toute ma vie avec des animaux, ben, je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec parce qu'on n'avait plus de cirque en itinérance. Et au cirque d'hiver, il y avait du cirque quelques mois par an et encore. Là, c'était la période creuse, on va dire. Donc, je n'avais pas encore eu cette expérience de rentrer en cage. Là, j'étais trop jeune, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai pu commencer à le faire. Et le virus m'a pris très très vite. Vraiment comme un type qui a arrêté de fumer et qui reprend une cigarette. Et donc, c'était quoi les méthodes de dressage pour toi, le rapport que tu avais avec tes animaux quels animaux déjà? Des tigres au départ. Et déjà, c'est pas mal. Et puis des chevaux. Des chevaux, des tigres. Là, il faut se situer dans le contexte des années 90 où ça commence les cirques commencent à réduire la voilure en termes de nombre d'animaux, de quantité. Ouais, parce que déjà les années 80 sont passées par là. Des cirques, et puis les conditions sont plus les mêmes. Les carburants sont plus chers. Il y a des charges sociales bien plus fortes à payer. Enfin voilà, le cirque des années 50, 60, 70 a disparu. Enfin, les conditions qui ont rendu possible le succès de ces cirques-là a changé. C'est d'autres conditions. Les années 80 ont coûté cher au métier. Et donc là, les cirques se sont un petit peu restructurés. Et dans les années 90, on n'est plus dans un modèle de surenchère, voilà, où à la limite de l'outrancier, du vulgaire même. Si tu as une girafe, moi j'en veux 2. Si tu en as 2, j'en veux 3. Enfin, c'était un peu ça, cette surenchère un peu idiote. Là, ça s'est calmé. La réalité est passée par là. La réalité, c'est ce qui fait mal. Hein. et donc les choses avaient bougé. Mais donc, c'était la première fois pour moi que je rentrais en cage,
que j'apprenais un petit peu le métier. Et que, Mais tu as appris tout seul ou quelqu'un t'a formé? eh ben, c'est curieux à dire, mais j'ai un peu appris tout seul, malgré la proximité de gens de métier autour de moi. Parce qu'il faut dire que dans une famille de cirque, notamment les Bouglionnes en particulier, chaque génération est un peu dresseur, dompteur, etc. Mais n'a pas envie vraiment de léguer ce travail, d'apprendre, de transmettre. Il y a une part Comme une recette qu'on n'a pas envie de alors, délivrer. il y a une part de bienveillance dans le sens où eux ils connaissent la vérité du travail. Ils savent que c'est un métier d'une dureté qu'on n'imagine même pas. Dur psychologiquement, parce qu'il faut être dur, et dur physiquement, parce que c'est un travail sans arrêt, renouvelé tous les jours. C'est comme un esclavage, hein, vraiment. Et, Alors pour les deux, du coup, pour les deux, l'humain et pour l'animal. aussi, et non seulement dur pour l'homme, dur pour l'animal, et dur, comment dire, c'est un métier dangereux. On peut se faire tuer aussi. Et ils n'avaient pas envie de transmettre ce métier-là à leurs gosses. Donc à chaque génération, la génération de mes parents et la mienne, ça a été un peu un combat pour les jeunes pour s'imposer et le faire quand même. Mais pas forcément aidé par les anciens. Des conseils ici, quand ils voyaient des choses, ça faut pas le faire, ça faut pas faire, ça je l'ai entendu 1000 fois. Mais ça faut faire, je l'ai jamais entendu. Fais comme ça. Non, démerde-toi, en gros, parce que tu as voulu le faire, eh ben vas-y, prends tes risques. C'était un petit peu la mentalité. Et aussi, aussi peut-être, et aussi un peu de malveillance dans une forme de jalousie aussi. Nous, on est la génération, on est les plus grands, les plus forts, personne n'est meilleur, mais ah putain, les jeunes arrivent là, ils sont plus grands, ils sont plus beaux, ils sont plus forts, non, on n'a pas envie. Non, mais restez en bas. Nous, on est en haut, restez en bas. Ouais. Et cette mentalité-là, c'est assez malveillant, je trouve, a fait beaucoup de tort aussi. Et elle a existé. Elle a existé. J'en ai été témoin. Ouais. C'est un paradoxe. C'est paradoxal parce que quand on fait ce métier, un métier en famille, on n'est pas censé retenir certaines informations, certaines choses. Mais d'autant que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc... c'est pas forcément le cas dans l'intimité d'une famille. En tout cas dans la mienne, parce qu'il y avait quand même une certaine peur. Et puis dans les générations précédentes, il y a eu des accidents assez graves. J'ai un oncle, un grand-oncle, un frère de mon grand-père qui était quasiment scalpé par un ours. Ouais. C'est extrêmement violent. Hein. Ils ont vécu des choses assez dures. Ils ont vu leurs propres élèves, certains se faire manger en cage. Donc, ils n'avaient pas envie de dire à leur fils « Allez, viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est. C'est facile. » Mais c'était quoi la solution pour eux alors, pour vous? C'était de le faire un peu... utiliser l'observation, la déduction, l'analyse, et puis improviser ensuite avec ce qu'on avait appris en regardant les anciens, qui n'était pas forcément une mauvaise méthode non plus. Et oui. Et puis, quand on nous dit débrouille-toi, ça nous apprend. Déjà, si on le fait vraiment, c'est qu'on est motivé. Et si on est motivé, c'est qu'on veut le faire bien. Donc, quelque part, ce n'est pas non plus une mauvaise méthode. Enfin, maintenant, c'est obsolète. Là, je parle de quelque chose qui n'aura plus lieu. Mais c'est une originalité qu'à l'extérieur, les gens n'imaginent pas forcément. Ils pensent à une transmission naturellement, avec un vrai soutien, ce qui n'a pas forcément été le cas. Et d'ailleurs, ça a coûté cher à la famille finalement, parce que la famille aujourd'hui, ma famille est complètement éclatée. Il y a plusieurs clans, il y a plusieurs branches qui ne se fréquentent même pas. Et c'est assez unique dans le métier, il faut le dire. Ouais, complètement. Et puis alors, d'autant depuis que tu as créé ce cirque-là, ils ne sont pas suivis, quoi. Non. Sur l'écocirque. Non, sûrement pas. Venant de moi en plus, voyons. Non. Parce que, alors, revenons là, ta passion pour le dressage et pour les animaux, qu'est-ce qui te motivait autant? Qu'est-ce que tu aimes autant dans cette relation-là? C'est très difficile. Enfin, c'est tellement évident et en même temps, c'est tellement difficile à exprimer avec des mots. Malheureusement, je ne suis pas un grand littérateur, un érudit, fin lettré, etc. Pas suffisamment
pour exprimer Ouais, à quel point ça peut être fort, d'accord. vraiment. Mais Tu sentais vraiment une relation Ah ouais. intime avec l'animal, toi. bah, tu sais, j'avais toujours ma caravane en face des cages. Et c'était très étonnant de voir certaines choses tous les jours. Mes assistants, un jour, ils m'ont dit, c'est drôle, quand quelqu'un sort de chez toi, ils en ont rien à foutre. Mais quand toi, tu sors de chez toi, alors que même nous, on a juste la porte, elle commence à bouger. On t'a pas vu, mais eux, 30 secondes avant, ils sont déjà debout et ils tournent. Ils savent que tu vas sortir. Et quand tu sors, on regarde les tigres ou les lions et on sait quand tu vas sortir. Et dès que les lions ou les tigres se levaient et commençaient à tourner en regardant vers ma caravane, ils savaient, tiens, André va sortir. Et dans la minute, je sortais. C'était étonnant. Et tu Et ils penses me le que c'est disaient. une Enfin, il y a plein de relation petits détails comme ça qui d'amour font. ou d'affection, ou peut-être ça peut être une crainte Alors, il aussi. n'y a ni amour, ni haine. Il y a pas crainte non plus. On cherchait à avoir du respect. L'amour, je pense qu'il y en avait. Moi, j'en avais pour eux, j'en suis persuadé. Je pense qu'ils en avaient pour nous, mais ça, c'est des notions humaines, en réalité. Je pense qu'il n'y a pas lieu de parler d'amour ou de haine. Ça, c'est des notions purement humaines que les animaux ne connaissent pas. Ah, ça a été quand même prouvé par des études que les animaux ressentent des Bon. émotions. Ce n'est Oui. pas qu'un point de vue anthropomorphique. De l'attachement, mais penser métig, mémé, je pense que ça, c'est un anthropomorphisme. Ils ont pour nous autre chose, du respect. C'est différent, en fait. C'est difficile à dire. Comme je te disais, en mots, je n'ai pas les mots pour exprimer ça, mais c'est particulier. Il n'y a pas une relation un peu de soumission, peut-être, qui fait que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce On que, ne peut pas tu dresser, connais- un j'imagine. animal plus fort que soi sans le soumettre à sa volonté. Oui, Alors après, on peut le soumettre avec la violence ou on peut le soumettre avec l'intelligence. Il y a les deux cas. Il y a les deux méthodes. t'en es Moi- sûr? bien Parce sûr. que c'est pas super naturel pour un ours de marcher sur deux pattes ou de danser le twist. J'irais même jusqu'à dire que c'est contre nature. Oui, alors il faut savoir une chose. Il y a deux dressages très violents. C'est le dressage des ours et le dressage des éléphants. Et aussi, j'ai vu des dressages violents avec les singes parce que les singes sont forts et malins. Et j'ai entendu souvent des dresseurs dire ils comprennent que les coups. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, ils sont conscients de leur force et de leur intelligence. Et ils sont quasiment égaux à nous. Donc là, c'est particulier le dressage des singes. Mais et le dressage des ours aussi. Et en plus, l'ours est le seul animal sauvage qui attaque l'homme pour se battre, pour le plaisir. Pas forcément pour défendre un territoire ou ses petits. Il peut le faire aussi juste comme ça, pour s'amuser, Ah bon? pour le plaisir de se battre. C'est un animal particulier, l'ours. Hein. Il est plus proche de l'homme qu'on imagine. On pense souvent que les singes sont très proches de l'homme, mais les ours, c'est vraiment... C'est très surprenant parfois. C'est très proche Et toi, tu dans n'as la jamais mentalité. eu ce genre d'animal-là? Non, ours, singe, j'ai jamais eu. Éléphant D'accord. non plus. J'ai eu que des fauves en animaux sauvages et puis des chevaux. Enfin, des Et animaux donc, il est domestiques. plus facile de dompter par l'intelligence que par la force. Alors, non, c'est plus facile par la force. Oui. Parce que ça va beaucoup plus vite. Oui, mais par bah rapport oui. aux autres animaux, Non, je parlais. par l'intelligence, c'est-à-dire il y a des méthodes hein, qui existent. On les applique, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande de l'expérience, ça demande beaucoup de conseils, et puis ça demande une transmission beaucoup plus forte, avec vraiment un maître et un élève qui vont vraiment évoluer ensemble pendant des années. C'est particulier le dressage à ce niveau-là. Voilà. Nous, on utilisait la méthode entre guillemets intelligente, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de la force physique et de se battre pour arriver à un résultat. On joue sur d'autres choses, sur une manipulation. La récompense? Non, oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la récompense et il y a le fait de maintenir l'animal dans l'ignorance de son potentiel. S'il sait qu'il est plus fort que son dresseur, s'il sait qu'il est plus rapide que son dresseur, s'il sait qu'il peut le bouffer, le tuer et s'en débarrasser mais en quelques secondes, s'il en a envie, alors là, on ne peut rien faire avec.
pour, voilà, pour avoir une méthode qui n'est pas violente, qui est respectueuse physiquement de l'animal, ben, il faut le manipuler et quelque part lui mentir, lui faire croire, le faire vivre dans une illusion. Donc quelque part aussi c'est violent, hein. Quelque part aussi c'est une violence mentale, c'est une manipulation, évidemment. Parce que ce n'est pas des animaux qui sont faits pour ça. Ils sont faits pour être des prédateurs à l'état sauvage et réguler l'espace naturel. Oui, et puis ne pas vivre dans une cage en permanence. Et quel a été ton élément déclencheur de ne plus vouloir travailler avec des animaux? C'est le travail à la longue avec les animaux. Ouais, vraiment. C'est pas une prise de conscience qui est venue d'un déclic. C'est venu petit à petit. Tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas forcément adapté. Petit à petit, j'avais l'impression de faire quelque chose qui n'était pas bon pour ces animaux-là. Au départ, j'étais persuadé que c'était mieux pour eux, parce qu'à l'état sauvage, les braconniers, etc. Et puis, il faut savoir un truc. Alors, les tigres, c'est toujours malheureusement catastrophique. Les tigres à l'état sauvage, il y en a vraiment une poignée. Il y en a moins qu'à l'état captif. C'est quand même assez étonnant. Bon, pour les lions, maintenant, ça s'est un petit peu amélioré à l'état sauvage. Mais quand même, ce qui me gênait beaucoup, c'était d'avoir des animaux qui disparaissent dans leur milieu naturel. Et moi, je me tuais au travail à en dresser pour faire un divertissement, pour les présenter dans un milieu qui était contre nature pour eux. Et c'était pour moi pratiquement aussi violent que d'aller au Kenya flinguer un lion, quoi. Quelque part. Ah oui. Quelque part, j'avais l'impression qu'un chasseur qui tue un lion fait moins de mal à l'espèce que moi. Parce que moi, un lion, il est à l'état sauvage. S'il est tué par un chasseur, c'est triste, vraiment. C'est honteux même. Il ne faut pas le faire. Mais il a eu une vie. Alors que moi, je les faisais naître dans un milieu contre nature et je les faisais vivre dans un milieu contre nature et ils mouraient dans ce milieu-là sans jamais avoir connu leur vraie vie. Leur vraie vie à l'état sauvage, leur vrai pays. Et je trouvais ça plus cruel, même si ça n'en avait pas l'air. Je trouvais ça, moi-même, je jugeais mon activité comme étant une vraie cruauté. Plus forte que celle d'aller tuer un animal qui vit à l'état sauvage. Parce qu'au moins cet animal-là a vécu à l'état sauvage. On ne l'a pas manipulé, on ne l'a pas fait vivre dans l'illusion, on n'a pas créé d'illusion pour lui. Voilà. Un jour, il s'est pris une balle dans la tête, il n'a même pas souffert. Mais nous, ce qu'on faisait, c'était une manipulation dont il n'était même pas conscient. Nous seuls en étions conscients. Et ça, philosophiquement parlant, c'était impossible à tenir. Ouais. Mais c'est fort parce que t'es né là-dedans et que t'en es pris conscience petit à petit. Parce qu'après, je me mettais à la place aussi de ces animaux, parce qu'on fait de l'anthropomorphisme, on peut faire l'inverse. On peut aussi se mettre à leur place. L'empathie. Je me disais, qu'est-ce que je préfère, moi? Vivre ma vie, tranquille, une belle vie que j'aime, que j'ai choisie, et puis mourir parce que c'est la vie. Un jour, on meurt. La vie n'a aucun piment sans la mort. Donc, accepter de mourir un jour, d'une façon ou d'une autre, un accident de voiture ou une balle dans la tête par un sniper. Je préfère cette vie-là que d'avoir une vie, de naître en prison et d'y vivre en prison, d'être exploité comme un esclave et finalement mourir de ma belle mort, peut-être en ayant vécu 30 ans de plus, dans ces conditions-là, et sans même savoir que je suis un esclave, sans même savoir que je ne suis pas dans mon milieu naturel, en pensant même que cette prison est mon milieu naturel. Tout à fait. Et le lieu où je dois vivre. Quelle manipulation. Je préfère encore vivre à l'état sauvage et me prendre une balle. Oui, mais si tu t'en es jamais rendu compte, si tu es né en prison, oui, tu bien crois sûr. Que c'est ça la grande énigme philosophique. La caverne de Platon. Si on n'en a pas conscience, pourquoi s'emmerder? Bien sûr. Mais moi, j'en avais conscience en tant qu'humain de ce que je leur faisais. Donc, c'était raté, à partir de là, oui. Alors, une fois qu'on en a pris conscience, il faut être un dangereux psychopathe pour continuer. Mais complètement. C'est ce que je pense. Hein.
Ouais, c'est la dissonance cognitive. C'est Même dès si lors les où t'en as animaux, pris eux, conscience. ne s'en rendaient pas compte, Mm. c'était encore plus cruel Parce que tu si on y savais, réfléchit. bien sûr. Quand on le sait, quand on sait qu'on fait du mal et que c'est mal et qu'on le fait quand même et qu'on continue, pour faire quoi finalement? Pour faire quoi? Pour maintenir une tradition, pour faire plaisir aux anciens, pour sauvegarder un business aussi, maintenir aussi le public dans une ignorance, une illusion que tout va bien, que c'est mieux que c'est mieux que c'est mieux de prendre une balle dans la nature. Non, non. Finalement, on trimballait des animaux nobles et sauvages dans des parkings de supermarchés, dans des zones industrielles, sur les autoroutes, sur les nationales, sur les bords de chemin, pour s'arrêter, donner à boire, à manger, on repartait. On avait l'impression que c'était bien. On était responsable d'eux. On voulait qu'ils aient le meilleur traitement. Mais non, en fait. Et alors pour toi, les animaux de compagnie, est-ce que tu... J'en ai un. Ouais. Oui, mais est-ce que tu penses... effectivement, maintenant, ils sont domestiqués. Les chiens ne pourraient pas vivre dans la nature. Mais tu fais donc une distinction entre les animaux sauvages? Alors, non. Alors, les animaux domestiques, il faut savoir une chose. Par exemple, le chien n'est pas une espèce naturelle. Ça s'est pas constitué tout seul. C'est une intervention de l'homme. C'est une manipulation génétique. Il n'y a pas un chien qui ne soit pas manipulé génétiquement par l'homme. Même il y a des siècles et des millénaires. C'était le loup avant. C'était le loup, le renard, le coyote, etc. Et c'est devenu je sais pas, le husky sibérien ou le chihuahua de madame. Voilà, c'est devenu des trucs complètement dégénérés parfois. Et là, ça va encore plus loin quand on voit certaines espèces canines qui ne sont même plus viables parce que les manipulations à force amènent des déformations, des déformations morphologiques qui font que les espèces ne sont plus viables. Non. Ah oui. Et si le chat a moins subi de manipulation parce qu'il... Mais le chat, c'est lui qui nous a domestiqués. Le chat n'est pas un animal domestique, c'est un animal sauvage qui a domestiqué l'homme pratiquement. D'ailleurs, c'est pas une manipulation génétique. Ils sont tous sauvages. Ils sont tous sauvages. Ah bah non. Hein. Ben non. J'en ai une qui n'était pas sauvage du tout. Je suis d'accord. Ils sont pas sauvages. Non, mais comment dire, c'est pas un animal domestique qui va faire ce qu'on a envie de lui. Voilà. Oui, et puis on leur fait pas subir des choses. Voilà, alors qu'on demande normalement le propre d'un animal domestique, c'est de servir l'homme par sa chair, par la bouffe donc. Oui, comme les poules, les cochons, voilà. Ça, c'est domestique et les animaux de compagnie. Oui. Ben, le chien, au départ, le chien, c'est un animal de compagnie. Oui. Non, qui a servi, c'est un animal c'est un chien de garde, c'est un chien de chasse, c'est un chien de rapport, pour la chasse aussi, mais une autre forme de chasse, pour un chien de gardien de troupeau, un chien pour le flair, un chien pour de secours, pour d'assistance, pour les aveugles. Voilà, c'est un serviteur. C'est ça un domestique, un serviteur. Les cochons sont nos serviteurs parce qu'ils nous servent à survivre pour la bouffe. Aujourd'hui moins, parce qu'il n'y en a plus besoin, mais on le fait quand même, parce qu'on a pris cette habitude depuis des milliers d'années. Peut-être, sans ça, on ne serait peut-être pas là à parler, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais bon, on ne refait pas l'histoire. Hein. Mais en tout cas, on serait différent. Mais ça, c'est clair. Mais voilà, il y a tellement de distinctions. Même dans les animaux domestiques, le cheval et la vache, qui sont des animaux domestiques, qui n'ont pas le même statut. Non. N'ont pas le même statut. Ah bah non. Ah oui. Une poule et un chien n'ont pas le même statut. Ce sont des animaux domestiques pourtant. Il y en a un qui est un animal de compagnie et la l'autre poule qui le est, devient. La qui poule le peut devient. J'ai eu plein de poules dans ma vie. C'est génial. C'est génial. incroyable la personnalité d'une poule. Ouais. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Et les amitiés des poules pour d'autres animaux sont parfois assez surprenantes. Ouais, ouais. Et enfin, voilà, les animaux. Vraiment, oui, c'est nous qui instaurons et qui déterminons. Qui avons créé ces règles. Bien sûr. Donc maintenant, il faut bien se dépatouiller avec, faire avec les conséquences de milliers d'années d'adaptation et de manipulation génétique de ces animaux pour nous servir au départ. Uniquement pour ça. Les moutons, au départ, c'est des mouflons sauvages. Et puis, à force d'éliminer les plus costauds, les plus sauvages, les plus récalcitrants, et de sélectionner les plus dociles, les plus gentils, les plus simples, on a obtenu le mouton. Ouais.
Et aujourd'hui, le mouton, on ne peut pas le remettre à l'état sauvage parce que ça a même amené des mutations génétiques. Son poil ne s'arrête jamais. Le poil du mouton n'arrête jamais. S'il n'est pas tondu au moins une fois par an, les pauvres moutons, mais c'est invivable. Ils ont 100 kilos de laine sur le dos, les pauvres. Et puis une chaleur intense. Et du coup, les gens pensent qu'on est obligé d'intervenir. Ça pose un problème. Et oublient on pourrait les laisser à l'état sauvage, mais au moins aller leur rendre ce service une fois par an, d'aller les tondre. Parce que sinon, les pauvres, enfin voilà quoi. C'est ça. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on a créé des déséquilibres en fait. Ouais, bon, alors donc... Sandrine, elle était OK avec toi donc, sur cette philosophie-là. Au départ, ça l'a étonné un petit peu, mais il y a eu un événement malheureux qui nous est arrivé, qui arrive à tout le monde d'ailleurs. On a été confronté à la mort d'un de nos tigres et ensuite sa femelle est morte aussi. Dans la semaine, ces 2 tigres qui étaient en pleine santé, vieux mais en pleine santé, ils ont dépéri et sont morts. Un parce qu'il avait un problème de hanche et l'autre parce que son compagnon est mort et elle s'est laissée mourir. Et ça a été vraiment un traumatisme. Un traumatisme. Moi, c'est là que j'ai décidé dans ma tête, dans mon intimité en fait, de chercher des solutions. J'avais pas encore formulé l'idée d'arrêter, mais peut-être de commencer à y réfléchir ou trouver d'autres solutions. J'avais pas d'idée, voilà. Je savais que j'étais sur la mauvaise voie. J'en avais pris conscience parfaitement là, à ce moment-là. Mais j'ai encore mis quelques mois à en parler avec Sandrine. Et elle aussi était dans le même état d'esprit et elle n'osait pas non plus m'en parler. Okay. On était coincés dans nos tabous respectifs, culturels. C'était impossible d'exprimer ce ressenti. D'accord. Impossible. Vraiment. Comment vous Parce avez qu'on démarré, était conditionnés. On était conditionnés par notre enfance, par notre éducation. Je comprends. Oui. Et alors, qui a commencé un jour, j'en ai parlé et elle m'a dit, je suis soulagé parce que je pense exactement la même chose. Incroyable. Mais je n'osais pas en parler. Et puis, on était habitués à ce silence, cette espèce d'hypocrisie. Et alors, donc, vous prenez cette décision-là d'arrêter les animaux. On décide à ce moment-là d'y réfléchir et de se dire, on va trouver une solution. Et on a mis encore quelques années à trouver des solutions. Ouais, ça n'a pas été simple. Et il vous restait des animaux, j'imagine, le jour où vous pensiez complètement vous en séparer. Et vous avez fait comment On a placé les tigres dans un refuge. Ouais. Et ça a été très, très, très compliqué, très long à trouver parce qu'on voulait qu'ils soient ensemble. Enfin, voilà. Malheureusement, ça m'a fait du tort, mais je ne peux pas dire publiquement le nom de ce refuge, ni les personnes qui m'ont... Pourquoi ? Parce que quand j'ai rendu ça public, il y a eu une levée de bouclier de la profession. Certains de mes confrères ne sont pas des enfants de cœur du tout. Ouais. Ouais. Et cette personne-là les connaissait et m'a appelé en me disant, s'il te plaît, je comprends ce que tu es en train de faire, mais s'il te plaît, motus et bouche cousue, tu dis à personne. Il avait peur des représailles ? Il avait peur des représailles. Ils avaient peur de représailles, en fait, oui, tout simplement. Ce que je comprends complètement. Donc, comprenant ce positionnement, j'ai respecté. Tu retournes les voir de Non, temps en temps ? j'y arrive pas. Non, je préfère pas y aller. D'ailleurs, j'ai jamais été dans un zoo depuis voir d'autres animaux. Non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Ça me retourne. Ok. Et alors donc, l'idée de l'écocirque. Alors ça, c'est venu, en fait, ça vient à la fois avant et après. Parce que c'est assez curieux. Dans les années au début des années 2000, il me prend une idée comme ça, de fou, de faire un cirque écologique, sans camion, avec des éoliennes partout. Sauf que c'est une usine à gaz totale à l'époque. Il y a du matos, hein. Il y a de quoi faire du solaire, il y a de quoi faire de l'éolien. Mais en même temps, ça coûte une blinde. Ouais. Le matos est très compliqué à déployer sur une tournée en itinérance. Bien sûr. Fragile, pas très productif. Donc ça nous coûtait cher et ça servait. En fait, on aurait dû quand même avoir des camions et prendre de l'électricité avec l'EDF tous les jours parce que ça n'aurait servi à rien. Ça aurait même peut-être
et ça aurait même peut-être été contre-productif pour ouais. l'écologie, à montrer une entreprise qui essaie de devenir écologique et qui n'y arrive pas en fait. Donc voilà, alors, on a arrêté, mais on a gardé cette idée dans un tiroir. Et ensuite, quand on s'est dit qu'on allait créer un cirque sans animaux, moi, je me suis dit, mais c'est évident. Alors, on est dans les années... c'était en 2017, il y a 5 ans maintenant. Et on s'est dit, mais cette idée-là, au départ, maintenant, elle est parfaitement réalisable. Il y a tout pour. Alors, on va faire les deux. Et les deux vont se compléter, vont se compléter. Ouais. Et effectivement, donc, c'est gigantesque, ce projet. Oui, ouais. Oui, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. Il y a des moyens énormes. Il y a des moyens énormes parce qu'on voulait vraiment en profiter aussi pour dépoussiérer un petit peu notre identité culturelle, pas faire tout le temps la même chose. Et là, on avait une contrainte en plus qui était intéressante artistiquement, c'est-à-dire de faire mieux avec moins. Ouais. Donc sans les animaux. Bien sûr. Ça, c'était intéressant. Donc finalement... Et est-ce que les numéros ont progressé du coup par rapport au cirque d'avant? Parce que il y a des numéros exceptionnels. Alors, non, c'est pas qu'ils ont progressé. Les numéros qu'on a existaient avant. D'accord. Avant qu'on crée l'éco-cirque. Avec les mêmes artistes? Oui, bien sûr. Okay. Mais ce qui a été un petit peu ambitieux de notre part, c'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un casting, on prenait 30% de vedettes et le reste, c'était un petit bouche-trou entre les deux. Certains bouche-trous sont de qualité, mais ça reste des bouche-trous. Et là, avec Sandrine, on a été très très ambitieux. On a créé un spectacle avec que des clous. Il y a 12 clous du spectacle qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et en fait, c'est des numéros derrière lesquels normalement on met rien. C'est des numéros qui finissent une première partie ou un final. Voilà. Et ça a été l'idée. On s'est dit, on met pas d'animaux, mais on met que des humains, mais des humains au top. Des humains et des hologrammes d'animaux. Et des hologrammes d'animaux pour rendre hommage aux animaux, justement, qu'on a exploités et qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, finalement. Et les enfants, ils réagissent comment par rapport aux hologrammes? Est-ce que tu vois une différence par rapport Alors, c'est très étonnant. Pour les enfants, au départ, il y a une surprise parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un hologramme. Ils pensent que c'est un vrai lion qui rentre sur scène. Et il y a beaucoup d'enfants, parfois, qui ont peur. Ah ouais? Oui. Ils ont peur du lion parce mais il n'y a pas de cage, il va nous attaquer. Voilà, ça je l'ai entendu 100 fois déjà depuis l'année dernière. Et c'est un vrai plaisir, c'est une émotion. L'émotion est la même. L'émotion est exactement la même. Parce que là, les enfants pensent que c'est un vrai lion. Ils ont peur du lion. Pourquoi prendre un vrai lion? Peut-être qu'un vrai lion sera moins impressionnant. Ouais. Ah oui. Mais vous pouvez faire des numéros avec les hologrammes? Bien sûr, d'ailleurs, on en fait. On en fait. Avec, la baleine, non, mais c'est plus une exposition. Oui. Voilà, la baleine qui vient, qui fait son petit tour de piste. Il y a des images féeriques. Qui très amène poétique. sa magie, sa poésie. C'est un moment où on est là un peu en contemplation devant cet animal qui est tellement incroyable. Mais c'est un hologramme. Et l'émotion est presque la même que si on en voyait un vrai. Donc, moi, je pense que c'est mieux, finalement. Ah bah moi aussi. Bah ouais. Et il y a des vrais musiciens sur scène, ça c'est... Oui, par contre, sur le reste, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel, avec des vrais artistes, des vrais musiciens qui jouent de la vraie musique composée sur mesure pour le spectacle. Vraiment, c'est 2 années de travail sur le spectacle, juste pour la musique, avec Benjamin Parianti, qui est le compositeur, qui a fait un travail de fou, vraiment. Il a composé plus d'une 30aine de musiques en tout. Ouais. Et il y a eu tellement toutes ne sont pas jouées au spectacle. Il y en a eu plein qui ont été retravaillées, refusées, remises sur... Et il y a un disque ou pas? Vous vendez pas un disque? Pas encore, non, on y pense. D'ailleurs, c'est une demande du public. C'est vraiment une demande forte du public. Pratiquement tous les gens qui viennent voir le spectacle demandent la musique. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Parce qu'elle est incroyable. Ouais, c'est une valeur ajoutée, c'est sûr. Ah oui, c'est clair. Ouais. Le spectacle est total dans le sens où c'est un son et lumière, mais en plus il y a les hologrammes, la musique qui est en live. Et puis c'est pas l'orchestre live classique d'un cirque
suspendu dans sa corbeille au-dessus de l'entrée des artistes. Non, c'est vraiment un groupe de rock qui bouge, qui est dans la salle, qui est aussi sur scène, voilà, c'est à la fois un concert de rock et un spectacle de cirque et une projection d'hologramme. Ouais. Pardon, ok. Par rapport, on doit souvent vous comparer au Cirque du Soleil, j'imagine, puisque ça fait un moment qu'il fonctionne comme ça, avec des numéros sans animaux. Oui, c'est vrai que c'est la référence à laquelle les gens font référence, en fait, souvent. Ouais. Mais c'est très différent en même temps ce qu'on fait, nous. Nous, en fait, le Cirque du Soleil, c'est un cirque pratiquement contemporain, dans le sens où, dès le départ, ils n'ont jamais eu d'animaux, c'est pas dans leur historique. Alors que là, vous réinventez, mais selon les codes. Voilà, nous, on Bouglione. vient du cirque traditionnel, familial. Moi, je suis la 6e, enfin, j'en sais même pas grand-chose finalement de combien de générations j'y suis, mais je suis, on va dire, la 6e génération. Donc, il y a vraiment un aspect transmission et puis un aspect respect aussi de certaines traditions. Et jusqu'au point où ça va trop loin. Respecter les traditions, pourquoi pas, mais jamais les réinventer, faire tout le temps la même chose. Finalement, au bout d'un moment, c'est tuer ces traditions. Pour les faire vivre, il faut les adapter, les réinventer, se les réapproprier. Voilà. Se les réapproprier, personnellement. Et c'est ce qu'on a fait et qui n'avait pas été fait depuis trop longtemps, je trouve. Et là, on l'a fait à 100%. C'est-à-dire que on est resté quelque part un cirque traditionnel, mais il n'y a plus les animaux. Mais on a réinventé cette tradition, on l'a checké, on l'a dépoussiérée, on va dire. Parce qu'elle était quand même assez poussiéreuse. Ouais. Non, vraiment, c'est un super projet. Pour en avoir vu une partie, c'est assez gigantesque. Donc, j'en fais la pub. Ah, c'est gentil. Je suis parfaitement d'accord. Je l'ai dit souvent, le meilleur spectacle depuis la Libération. En toute modestie. En toute modestie. Alors, si tu veux bien, on va faire un petit quiz sur des animaux sauvages pour tester tes connaissances. 4 questions toutes bêtes. Est-ce que tu dois certainement savoir la différence entre la trompe d'un éléphant d'Asie et d'Afrique? Oui. Vas-y. L'Africain, il a un petit doigt au bout de la trompe. Une petite quoi? Un petit doigt, comme un petit doigt. Ouais, voilà, c'est ça. Il a deux. On appelle ça préhensile. Son bout avec le bout de sa trompe, un éléphant africain peut ramasser un briquet par terre. Ah ouais. Ça lui sert à ramasser des feuilles, je crois. Oui, complètement. Alors que l'éléphant indien, c'est comme un tuyau au bout. Ouais. Parce que lui, il gratte la terre. Même si c'est pas vraiment un tuyau, mais c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Il a comme un petit doigt avec lequel il peut faire ça, l'Afrique. Sais-tu si les ours ont des griffes rétractiles ou pas? Elles sont pas rétractiles. Et elles sont énormes. Et il faut vraiment faire attention de ne pas se prendre un coup de patte d'ours parce qu'il a des griffes d'une longueur et d'une efficacité redoutable. Et elles ne sont jamais rétractiles. Ouais. Contrairement aux tigres. Contrairement aux félins. Et aux félins. À tous les félins d'ailleurs. À part le guépard, qui n'a pas non plus des griffes rétractiles. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Et qui n'est en fait pas vraiment un félin. Ah ouais. C'est une sorte de chaînon manquant entre le canin et le félin. Enfin, c'est un animal particulier, le guépard. Et il me semble qu'ils sont dans l'incapacité de sauter dans des cercles de feu, les guépards. Oui. Enfin, j'ai lu ça quelque part. Je sais pas. Je sais pas, t'as jamais eu de guépard? J'ai jamais vu de guépard faire ça, d'ailleurs. Bah oui, voilà, maintenant parce qu'apparemment... je pense, c'est peut-être parce qu'ils peuvent pas. Oui, pourquoi pas. J'ai jamais eu de guépard, donc... L'alimentation du grizzly et de l'ours blanc, est-ce que tu sais si elle diffère ou si elle diffère pas? Le grizzly va manger beaucoup de poissons. Je pense que l'ours blanc aussi, mais l'ours blanc mange du phoque. Alors, le grizzly, je ne sais pas s'il en mange. Quoique aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a beaucoup de croisements grizzly-ours blanc. Ouais. Ce qu'ils appellent des grollards. Les grollards, mélange de... polaire et grizzly,
ça fait gros lard. Ouais. Et ce sont des gros lards, ils sont énormes, ils sont plus grands que les grizzlies et que les ours blancs. Ils sont incroyables. Et donc il y a aujourd'hui de plus en plus d'animaux hybrides dans ces régions. Parce que les ours polaires, oui, et les ours polaires copulent avec les grizzlies et maintiennent leur population, quoi. Mais c'est particulier. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'une espèce polaire et d'une espèce grizzly? Ils sont en fusion, on va dire. D'accord. Parce qu'apparemment, en cours de fusion. Le grizzly serait plus omnivore et l'ours polaire plus carnivore. Le grizzly mangerait beaucoup plus de végétaux. Ah bah oui, déjà l'ours polaire n'a pas accès aux végétaux. Bah oui. Il n'y a pas de végétaux dans le milieu où il vit. Bien sûr. Alors que le grizzly, oui, beaucoup. Oui. Bon, bah écoute, je pense que tu es assez calé en animaux. Il y a le Kodiak aussi, qui vit dans l'île de Kodiak au Canada, qui est encore plus gros que le grizzly, qui est particulièrement dangereux et qui aussi, à ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, il y aurait des croisements. Mais c'est moins parce que le Kodiak est plus isolé, il vit sur une île. Alors que le grizzly, il y en a dans toute l'Amérique du Nord. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser les chevaux. Parce que là, on interdit les animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais du coup, le cheval, est-ce que c'est pas un animal sauvage? Le cheval, il est perdant de tous les côtés. Le cheval, c'est la plus belle conquête de l'homme, comme on dit. Hein, mais vraiment. Hein. Donc, on peut continuer à faire des numéros avec les chevaux. Il y a des centres équestres, il y a des... Dans les cirques? Non, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et les chiens, les chats aussi, alors c'est des animaux domestiques. Oui, donc on aura le droit. Il n'y a que les animaux sauvages qui sont interdits de présentation et de... Ah ouais, oui. Transport, enfin. Ok. Ouais, non, il n'y a que les animaux sauvages. Donc tigre, lion, éléphant, zèbre, normalement. Voilà. Après, il y a une race de chameaux qui est considérée sauvage. Je crois que c'est les chameaux de Bactriane, d'origine mongole. Mais pratiquement tous les chameaux aujourd'hui sont considérés par la loi comme des animaux domestiques. Les chameaux? Oui, chameaux, dromadaires. Mais en France aussi? Oui, oui. Donc on pourra continuer les chameaux et les dromadaires? Comme des bêtes de bas, oui, des bêtes de somme. Oui, complètement. Chameaux, dromadaires, lamas, qui sont des bêtes qui sont des animaux de somme, des animaux qui portent des charges dans les caravanes en Amérique du Sud et au Proche-Orient. Donc, ce sont des animaux considérés comme domestiques. Ok. Ouais. Non, mais voilà, ça dépend de l'utilisation qu'en fait l'homme. Voilà. Si c'est des animaux considérés depuis longtemps comme des serviteurs, ils deviennent des domestiques. D'ailleurs, domestiques, c'est des serviteurs. Un petit complément pour l'éco-cirque, on n'a pas parlé, mais tu as aussi un village écologique. Oui, qui est composé de containers maritimes. Voilà, et il y a des associations qui viennent... Tout à fait, oui. Exposer. Un petit peu exposer, montrer, sensibiliser le public. Il peut y avoir des stands alimentaires, des commerçants. Des commerçants. On peut tout. On peut même personnaliser, faire un petit village de Noël, mais sur des thématiques différentes. Ok. À présent, c'est l'heure d'un petit jeu récurrent de l'émission. Je vais te proposer des mots. Et tu vas essayer de me fredonner une chanson en rapport avec ces mots sans que le mot... Les pauvres auditeurs. Sans que le mot soit dans la chanson. D'accord? Donc, ça peut t'évoquer plein de choses. Ça peut être tu prends des faut pas dire le chemins de traverse, mais il ne faut pas dire le mot. Tu comprends? J'espère que j'ai compris. Je ne sais pas. Je promets rien, hein, parce que déjà, je chante très mal. Je ne sais pas. Bon. Alors, si je te dis, c'est par rapport évidemment à l'émission, si je te dis tigre, ça peut t'évoquer quoi? Quelle chanson? Donc une chanson où il n'y a pas le mot tigre? Ouais. Jamais il y a le mot tigre dans aucune chanson. Hein. En plus, donc oui, tu vois, donc, je peux chanter n'importe quoi. Tu peux chanter n'importe quoi. Absolument. Vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Ah oui, mais il faut que tu m'expliques quand même ton cheminement. Parce qu'il n'y a pas tigre. Mais alors là, franchement, tigre, lion, éléphant, à part le lion est mort ce soir, là je risque, là je suis tranquille. Hein. Donc parce qu'il n'y a pas tigre, ok. Mais tu vas pas me faire cette explication pour chaque. Hein. Tu me donnes pas cet argument pour chaque.
Ah, je ne promets rien. Sandrine. Une chanson où il n'y a pas Sandrine. Oui, mais qui t'évoque Sandrine. Ne la laisse pas tomber. Non, ou elle est si fragile, c'est une femme libérée. Ouais, une femme libérée. C'est beau. C'est beau. De 2020. Et que tu ne laisses pas tomber. Pas de 1980, mais de 2020. Et quand jamais je laisserai tomber. Cage. Les portes du pénitencier sur moi vont se refermer. Parce que les vraies prisons, en fait, c'est mental. Oui. On peut être libre en prison et on peut être en prison et libre. Donc, non, ça peut... C'est bien. La liberté, c'est une vue de l'esprit. Nomade. Nomade. Une chanson où il n'y a pas nomade. Ouais. Il y a nomade dans aucune chanson aussi, donc c'est génial, merci. N'importe quelle chanson fera l'affaire. Une chanson sur les nomades. Il n'y a pas non plus beaucoup de chansons sur le nomadisme. Sur les nomades. Mais qu'est-ce qui t'évoque? Les gitans, les forains. Les forains, je connais pas le texte, je connais l'air. Ah, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une vieille chanson. Là, j'ai pas d'idée. Là, ouais, j'aurais peut-être dit bien voir les comédiens, oui. Voir les oui, voilà, ouais, c'est ça. Voir qui arrive, ouais, c'est ça aussi. Ou alors la musique dans Les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes des forains. Je l'ai presque. Je te laisse. La route est notre domicile, un jour ici, un jour ailleurs. La 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 la. La route est notre domicile. Talili la la la. Chevalier sans un sou en poche. Talali la 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 la. Bravo. La 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 la. Par contre, notre cœur est d'or. Pa. C'est Michel Legrand dans les années 60. Film avec Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Jane Kelly. De Jacques Demy. Bah bravo. Les Demoiselles de Rochefort que je conseille, c'est un petit chef-d'œuvre. Oui, peu connu d'ailleurs. Non, personne ne sait. Et maintenant, pour finir, est-ce que tu connais une recette végétalienne? Ouais. Que tu peux nous... Ah non, alors je sais manger végétalien, mais alors même cuire un œuf, pour moi c'est compliqué, donc j'irai pas plus loin là-dessus. Ou un conseil sur ce sujet-là. alors? Non, qu'est-ce que tu aimes? Manger de la salade. C'est facile à faire, tu coupes ta salade, tu mets de l'huile d'olive, du vinaigre et c'est une salade. Ça, c'est mes grandes capacités culinaires, j'irai là-dessus. Un peu de sel? Un peu de sel, voilà, du sel, du poivre, oui, certainement, oui, je pense que oui, c'est jouable. À ce sujet. Ça y est. Il commence à s'échauffer. Ça commence à s'échauffer. Ouais, et là, toi, tu vas y aller, je crois. Il y a une représentation bientôt. 14h30, donc il est 13h bientôt. Je vais pas tarder à me préparer, ouais. Et tu fais quoi? Monsieur Loyal. Tu fais Monsieur Loyal. Et tu interviens tout le long du spectacle. Tout le long du spectacle. Je suis le seul avec les musiciens à être là tout le temps. Avec ton costume de lumière. Mon costume de Monsieur Loyal, un peu rock'n'roll. Ouais. Ah oui, c'est pas la queue de pie classique, façon de Johnny Walker, comme sur les petites bouteilles. Là. Non, là, on est sur autre chose. Là, on est dans la rébellion. Là. Ouais, enfin, la rébellion marrante. Ouais, bien sûr. La rébellion un peu rock'n'roll, quoi. Eh bien, écoute, merci, André. Avec plaisir. C'était très agréable. On a appris plein de choses dans le domaine du cirque. Et à très vite. À très vite sur scène, en tout cas. Allez voir le cirque André-Joseph Bouglione en tournée partout en France. Merci Céline.